Un dimanche aux urnes, c'est le grand angle politique de ce dimanche 10 avril. Sera-t-il dans 1h30 le premier parti de France? C'est l'une des grandes inconnues de ce scrutin. L'abstention va-t-elle battre un record? À 17h, 65% de participation, 4,4 points de moins qu'en 2017. Absence de débat, sentiment que le résultat est déjà connu, qu'il n'y a pas d'enjeu. Un tiers des Français ne se voyaient pas aller voter aujourd'hui. Chez les 18-24 ans, ce serait même 46%, près d'un jeune sur deux. Alors y a-t-il une génération abstention? C'est notre grand angle politique. Et on en débat avec Dorian Dreuil. Bonsoir. 30 ans. Vous êtes expert associé à la Fondation Jean Jaurès et coprésident de l'ONG À Voter qui milite contre l'abstention. Il est né au lendemain des élections régionales de juin dernier. Grégoire Cascara, 22 ans, bonsoir. Vous, primo-votant, bonsoir. Créateur de l'application Élise qui permet de trouver son candidat idéal en fonction de ses opinions. C'est un genre de Tinder politique. Et vous êtes l'auteur de ce livre également, Aux urnes, aux éditions Flammarion. Lou Lachenal, bonsoir à vous aussi. Bonsoir. Vous êtes la Benjamine, 20 ans, primo-votante, vous aussi. Vous êtes l'une des 4 autrices de Hockey Boomer. C'était Jeunes face aux défis du siècle chez VA Éditions. C'est un plaidoyer pour l'engagement citoyen des jeunes. Je commence avec vous, Lou Lachenal. C'est la première fois que vous êtes allé dans un bureau de vote, mettre un bulletin dans l'urne pour élire votre président. Petite émotion à ce moment-là? Oui, je trouve que c'était important de faire entendre ma voix et c'est ce qu'on essaye justement de retranscrire dans le livre, que les jeunes ont une voix à faire porter et c'est d'abord par les urnes. Première élection présidentielle pour vous aussi, vous avez le droit de vote. Là aussi, c'est un moment important? Oui, alors pas première élection, mais effectivement une présidentielle. Surtout en France, ça reste un moment symbolique fort. C'est l'élection qui, d'une part, cristallise le plus l'attention d'habitude et qui, par ailleurs, est traditionnellement la moins durement frappée par l'abstention. C'est l'élection pour laquelle on vote le plus en France, même si aujourd'hui, d'après les chiffres qui sont les nôtres, on s'aperçoit que l'abstention reste extrêmement importante. On n'avait jamais connu de chiffres aussi importants depuis 2002, donc on est bien effectivement confronté à un paradoxe entre une génération engagée, mais aussi, on le voit aujourd'hui, une génération abstention. Et on va voir pourquoi. Un électeur sur 3 qui ne voterait pas, c'est ce qu'on nous prédisait avant ce dimanche. C'est grave? Oui, c'était un peu les scénarios catastrophiques. Est-ce que c'est grave, un électeur sur 3 qui ne vote pas? Oui, c'est grave dans une démocratie représentative où le vote est central. C'est grave à la fois pour cette élection, parce que ça veut dire potentiellement chez les jeunes que le poids politique de toute une génération sera presque effacé des 5 années à venir. Et c'est grave aussi sur le temps long, parce qu'on sait que voter, c'est aussi une habitude. Et quand on prend l'habitude d'aller voter, on vote plus durablement et plus longtemps. Et là, on risque d'avoir une génération abstention, comme vous l'appelez, qui naît aujourd'hui, mais qui peut perdurer dans les années à venir. Et une démocratie qui se passe de sa jeunesse est forcément abîmée. Vous savez, Tocqueville écrivait que dans les démocraties, chaque génération est un peuple nouveau. Et on est en train de perdre une partie du peuple. Mais est-ce que l'abstention, c'est vraiment un désintérêt pour le scrutin, ou est-ce que c'est aussi un message politique qu'on envoie? Nous, avec les témoignages qu'on a récoltés justement dans le livre, on est allé à la rencontre de beaucoup de jeunes qui nous parlaient justement de leur engagement et qui se fait pas en fait nécessairement par le vote, selon eux. On a vu une certaine déconnexion des jeunes avec les élus et donc un manque de représentativité de leurs intérêts et qui donc ils vont chercher d'autres canaux de mobilisation. Je pense notamment aux réseaux sociaux et ils se mobilisent pour des causes qui restent politiques. Lesquelles, par exemple? On parle beaucoup des marches pour le climat. Oui, voilà. C'est un bon exemple. Je pense les marches pour le climat, mais également l'égalité des genres, la lutte antiraciste. Oui, c'est-à-dire c'est tout le paradoxe. On a une génération, contrairement à certaines caricatures, qui est profondément engagée. Elle est dans la rue, elle est sur les réseaux sociaux, elle est dans les associations. J'ai jamais vu autant de jeunes autour de moi créer des projets associatifs, citoyens, solidaires. Et pour autant, elle vote peu. Pourquoi? Parce que le vote n'est plus perçu par beaucoup de jeunes comme l'outil d'expression civique le plus efficace. Celui qui va être réellement capable d'avoir un impact, de changer nos vies quotidiennes. Et donc tout le combat, c'est ce que j'essaie d'expliquer dans le livre, dans Aux urnes, et ce qu'on essaie sur le terrain en tant qu'acteur associatif, avec À Voter, notamment par les porte-à-porte, on essaie de dire au fond, voter ne suffit pas, et il faut qu'il y ait des participations citoyennes qui se fassent en dehors des temps électoraux, mais ça reste indispensable si on veut donner à ces causes, à ces mobilisations, un débouché politique. C'est ça l'importance du vote. Selon un sondage pour le syndicat étudiant Lafarge, 66% des jeunes interrogés estiment que les responsables politiques s'intéressent peu, voire pas du tout à leurs préoccupations. Est-ce que les trois, vous partagez ce constat?
Dans une démocratie représentative, pour représenter, il faut ressembler. Et effectivement, on a l'impression qu'il y a une partie du personnel politique qui ne ressemble plus aux modalités d'engagement des jeunes et à ce que demandent les jeunes et qui ne s'adresse plus à eux. Et il y a quand même un cercle vicieux dans tout ça. C'est-à-dire que si toute une génération, si des jeunes ne vont pas voter ou n'ont pas l'intention d'aller voter, le personnel politique ne leur parlera pas ou en tout cas n'enverra pas de message pour les toucher eux, mais pour toucher l'entourage, les parents, les grands-parents. Je crois que l'exemple le plus récent, c'est la crise sanitaire. C'est là où les jeunes se sont le plus sentis oubliés des débats publics, mais surtout des décisions politiques aussi. Et je pense que c'était vraiment c'est là où les jeunes sont sortis aussi dans la rue et se sont mobilisés d'une autre façon que de devoir attendre de se faire. Mais comment vous l'expliquez? C'est parce que les jeunes votent moins, qu'on s'intéresse moins à eux, ou est-ce que c'est l'inverse, qui de l'œuf et de la poule? Pour moi, c'est plutôt l'inverse. C'est parce qu'il y a ce manque de représentativité de leurs intérêts qu'ils ne vont pas aux urnes. C'est un désintérêt réciproque. Oui, en fait. les deux s'entretiennent. C'est-à-dire que moins les jeunes votent, moins ils sont pris en compte par les politiques dans les programmes, et donc moins ils se sentent représentés, et donc moins ils votent. Et c'est pour ça qu'il faut, et à tous les jeunes qui nous regardent, ne sont pas encore allés voter, il est important d'aller voter non seulement pour exprimer vos idées, mais aussi pour envoyer un message aux politiques, leur dire au fond, vous ne pouvez pas demain décider sans les jeunes ou contre eux. Plus on sera nombreux de jeunes à peser dans les urnes, plus notre poids politique qui en résultera sera important. Et cette représentation, effectivement, crise sanitaire, à la fois aucun jeune dans les médias pour parler de ces sujets qui nous touchaient directement, et puis même dans le personnel politique, moins d'un élu sur 10 à moins de 30 ans, c'est aussi un enjeu effectivement de la place des jeunes dans l'espace public qui nous est posé aujourd'hui. Alors les initiatives pour réconcilier les jeunes avec la politique ou le vote se sont multipliées à l'approche de cette présidentielle. Vous savez bien de quoi je parle. Vous en avez fait, vous y avez participé. Il y a Élise à voter, par exemple, Ta Voix compte. La tech au secours d'une génération qui ne se retrouve pas dans la politique à la papa, c'est ça que vous proposez ? C'est indispensable, c'est-à-dire que si vous voulez toucher aujourd'hui des jeunes, il faut aller dans les canaux, là où se font leurs débats, là où se forgent leurs convictions, là où sont avec À Voter. On a noué des partenariats qu'on essaie d'être inédits, innovants avec Meta, Tinder, par exemple, Tinder, qui a un site de rencontre. Également, parce que avec Tinder, on s'est aperçu que dans les conversations et dans les matchs, il y avait de plus en plus de discussions autour de l'opinion politique et que les convictions étaient de plus en plus importantes dans les rencontres. Donc l'idée, c'est de ramener la démocratie vraiment au plus proche de là où elle se fait, à la fois sur les applications, mais aussi sur le terrain. Nous, on a également réalisé beaucoup de porte-à-porte dans des foyers de jeunes travailleurs, et tout l'enjeu, c'est de trouver l'articulation entre des mobilisations de terrain et des mobilisations dans la tech. Élise, ça a été décrit, votre app, ça a été décrit un peu comme le Tinder politique, encore cette référence. Pourquoi vous avez monté ce projet-là? Quel était votre objectif, en fait? Moi, je ne crois pas au solutionnisme technologique, à l'idée que les technologies suffiraient à réduire l'abstention d'un coup de baguette magique. En revanche, c'est vrai, ce sont des canaux, des outils qui sont au service d'une volonté. Et en l'occurrence, pour À Voter comme pour Élise, il y avait ce désir de mobiliser les citoyens, et notamment les jeunes, pour qu'ils aillent massivement voter. Donc il faut utiliser tous les outils possibles, outils de terrain. Moi, je suis aussi président d'une association qui s'appelle Les Engagés. On essaie d'aller parler aux jeunes, d'organiser des débats, des conférences. Je crois qu'il faut ces mobilisations de terrain que beaucoup d'acteurs portent depuis déjà de longs mois. Et en même temps, la technologie permet souvent de donner une ampleur supplémentaire. Élise, plus de 2 millions de citoyens qui ont découvert les programmes et les projets des candidats grâce à l'outil. Ça vient au service d'une volonté qui s'exprime aussi sur le terrain. Mais les politiques, on le voit, ils essayent de draguer votre génération. On les a vus avec des youtubeurs, sur des réseaux sociaux comme Snapchat ou TikTok. Ça marche? Ça vous parle, vous, par exemple, qui avez 20 ans? Je pense que ce qui est important aussi, c'est de communiquer et de s'informer. Et donc, c'est vrai que par ces canaux-là, on peut être plus amplement informé. Après, de là à se dire que ça marche, je pense qu'il y a un bon nombre de jeunes qui ont aussi compris que c'était peut-être des manipulations aussi et qui ont accusé ce fait-là. Donc je pense que ça reste assez divisé. Ça reste des codes quand même qui sont difficiles à maîtriser quand on n'a pas 20 ans, c'est ça que vous nous dites? Non, je pense qu'on dit souvent que les réseaux sociaux, c'est l'apanage de la jeunesse, mais je pense que ça reste partagé et que c'est quand même un bon outil pour toucher tout le monde au final. Alors, vous proposez vos solutions, on va en passer d'autres en revue. Comment on ramène les citoyens aux urnes? Comme toujours, reviennent les mêmes recettes, solutions. On va les passer en revue avec vous. Est-ce qu'il faudrait rendre le vote obligatoire comme en Belgique?
Non, moi je n'y crois pas trop. Je pense que ça serait même contre-productif et que ça serait surtout un aveu de faiblesse de passer par le côté coercitif et pas par la conviction, et que voter doit être la plus belle des libertés. Vote en obligatoire ? démocratie. Les études montrent que les pays qui ont choisi le vote obligatoire, on n'a pas constaté dans ces pays une augmentation du niveau d'intérêt ou de curiosité pour la politique. Donc c'est pas parce qu'on oblige à voter que les jeunes et les citoyens s'y intéresseront davantage. Le vote obligatoire, vous êtes favorable ? Non, non plus, je pense que ça doit rester une liberté. D'accord, donc c'est pas le vote obligatoire. Est-ce qu'il faut comptabiliser le vote blanc ? Là-dessus, ça dépend parce que il y a plusieurs manières de comptabiliser le vote blanc. Plusieurs pays l'ont fait un peu différemment. Le tout, c'est qu'on n'arrive pas à une situation de blocage institutionnel, c'est-à-dire un scénario dans lequel le vote blanc empêcherait l'élection de se dérouler correctement, nos institutions de fonctionner. Mais il y a des solutions intermédiaires qui peuvent bien sûr exister. Des solutions intermédiaires au vote Je blanc ? suis assez d'accord avec l'avis de Grégoire sur le vote blanc, mais il y a d'autres solutions, notamment lever les barrières techniques qui peuvent avoir lieu, notamment par rapport au système d'inscription sur les listes électorales, puisque vous avez aujourd'hui 7,6 millions de personnes qui sont considérées comme mal inscrites, qui sont notamment des jeunes. On parle d'un jeune sur deux entre 24 et 29 ans, et qui n'est pas sans lien avec l'abstention, puisque être mal inscrit, d'après nos études, c'est une chance sur 3 d'être abstentionniste. Troisième option qui est envisagée, est-ce que vous seriez favorable au vote à partir de 16 ans ? Oui, moi je pense que je suis favorable au vote à partir de 16 ans parce que je trouve qu'on est politisé de plus en plus jeune, notamment justement avec ces réseaux sociaux. On est de plus en plus confronté à des sujets politiques dès le plus jeune âge, donc j'y suis favorable. Pour moi, la vraie priorité, c'est d'abord une refonte complète de l'enseignement de la citoyenneté à l'école. Et je propose notamment dans le livre une semaine de l'engagement citoyen dans tous les lycées, une refonte complète du cours d'éducation civique qui, je crois, suscite un consensus contre lui. Et c'est d'abord en repensant complètement ces enseignements qu'on pourra ensuite, je pense, en arriver potentiellement à un changement d'âge minimal pour voter. Grégoire Cascara, merci beaucoup d'être passé nous voir ici. On vous laisse, Philippe, pour cette soirée électorale chargée. Merci beaucoup. Et c'est Nicolas Georges du service culture qui nous rejoint maintenant. Nicolas qui arrive tout de suite puisqu'il va nous parler de la présidentielle sous l'angle culturel. Bonsoir Nicolas. Bonsoir Sylvia, bonsoir à vous deux. Alors certains artistes ont lancé des appels à voter, mais il faut bien l'avouer, hein, vous avez dû chercher, farfouiller un peu. J'ai fouillé exactement Sylvia, et ce que je peux vous dire c'est que j'ai pas trouvé grand chose. Les exemples d'artistes ou de personnalités qui lançaient la mobilisation pour se rendre aux urnes, eh bien ils n'étaient pas si nombreux que ça. Vous voyez là quelques exemples toutefois trouvés sur certains profils, notamment sur Instagram ou sur Twitter, des cartes électorales, des enveloppes, des isoloirs. Je me suis également intéressé aux influenceurs, ceux qu'on appelle les influenceurs, les youtubeurs, les instagrammeurs. Et bien là, par contre, c'est quasiment le néant. Alors, à titre de comparaison, Sylvia, on se souvient, dans les années 90, début 2000, les groupes de rock, les groupes de rap étaient assez politisés. Ils s'adressaient souvent indirectement à la jeunesse, des groupes qui étaient directement dans l'incitation pour que la jeunesse prenne son destin en main. Moi, j'avais une question à tous les deux justement là-dessus. Est-ce que vous trouvez que la société est donc dans son ensemble un peu moins politisée et donc les artistes également ? Peut-être que c'est devenu aussi un sujet un peu plus touchy, j'ai l'impression, et qu'il y a un peu plus cette honte. Bon, après, je suis née en 2001, donc je vous avoue que j'ai pas... Vous n'avez pas connu les années 80, on l'a bien compris. Mais j'ai l'impression qu'il y a un peu, parfois, ce sentiment de... pas de honte, mais de pas dire, en fait, et de pas en parler. Et de pas cliver, peut-être, voilà. Peut-être ça. Oui, moi je pense que la société est toujours aussi politisée, mais que la politique peut s'exprimer de manière différente. Et la démocratie peut vivre autrement d'ailleurs que par le vote. Et je vais rajouter une personnalité du monde culturel à votre chronique et à votre liste. C'est Anna Mouglalis, qui est connue dans la série Baron Noir pour être la présidente à Mitterrand 2 et qui est ambassadrice de l'ONG à voter. Je crois que vous alliez y venir justement à Exactement, Baron Noir. je crois qu'il avait lu on texte. On n'a pas répété avant. Baron Noir. Justement, on se disait en préparant cette émission avec Sylvia que l'une des solutions, c'était peut-être de faire un pas de côté, justement, et que le monde de la culture, eh bien, il traitait la politique d'une manière un peu différente. C'était justement le cas de la série Baron Noir qui a intéressé beaucoup de jeunes, une série qui nous plongeait dans les arcanes du pouvoir. On imagine aussi les nombreux podcasts sur ce thème et les réseaux sociaux, vous en parliez tout à l'heure, TikTok notamment, pour voir la politique autrement. Alors moi, je me suis intéressé particulièrement aujourd'hui à la bande dessinée, puisque la bande dessinée, elle a une certaine liberté par rapport au traitement de la politique, et je vous ai sélectionné 3 exemples concrets, vous allez voir.
histoire. 3 bandes dessinées qui sont sorties il y a peu de temps. La première, regardez, c'est Les Représentants de Vincent Farras qui parle justement des moments particuliers que sont les soirées électorales. On rentre dans l'intimité de 5 foyers où différentes générations débattent de la politique. C'est une BD vraiment intéressante. Autre exemple que je vous ai trouvé, L'élection présidentielle, les enfants passent à l'action de Lucie Lemoine et Tom Oreille. Alors là, ce sont 2 enfants qui décident de faire entendre leur voix lors de l'élection présidentielle. C'est une BD à la fois drôle et également très pédagogique. Et puis regardez le dernier exemple que je vous ai trouvé, ça s'appelle Le Palais de Paul de Benjamin Muller et Mathieu Sapin. Et là, c'est assez original. On suit les aventures du jeune fils du président de la République directement dans le palais de l'Élysée. Les bonnes histoires, les coulisses, les anecdotes, est-ce qu'à votre avis, ce sont les bons vecteurs pour intéresser les jeunes, les plus jeunes également, à la politique ? Je pense que oui, honnêtement, la culture, c'est quelque chose qui nous berce, et même par la musique, par les influenceurs. Je pense qu'il faut utiliser tous les canaux qui sont à notre disposition pour intéresser les jeunes à la politique. Oui. Mais là, on voit justement ce qui est intéressant dans cette sélection de bandes dessinées, c'est qu'on ne parle pas de politique, on parle des à côté, on parle du quotidien, on parle un petit peu d'imaginaire. Les plus jeunes, même les 7, 8, 9, 10, 11, 12 ans, on les intéresse en développant justement leur imaginaire à travers des dessins et des histoires comme ça. J'en suis persuadé. Et la politique et l'engagement, de manière assez générale, manquent de récits et manquent d'imaginaire, manquent donc tout ce qui peut permettre de recréer un peu de lien entre les citoyens, même très jeunes, et le pouvoir politique ou le personnel politique est toujours intéressant et plus c'est jeune, mieux c'est, parce qu'il n'y a pas d'âge pour commencer à éveiller comme ça la passion de la chose publique et de la vie de la cité. Grégoire Cascarel évoquait tout à l'heure cette question de l'éducation civique en France, parce qu'on parle de livres pour enfants aussi, donc on voit que ça peut démarrer très tôt. Est-ce que vous la trouvez insuffisante, cette éducation civique ? Oui, à la fois dans le temps qui lui est consacré, dans la manière dont on aborde ces enjeux. C'est-à-dire qu'on les aborde souvent du point de vue institutionnel. Je pense que ces moments doivent être aussi des moments où on apprend la politique, on apprend l'histoire des idées politiques, on apprend à construire un esprit critique et on apprend aussi la démocratie en ayant des opinions contraires, donc en apprenant à s'écouter, à se convaincre, à se laisser convaincre ou pas, ou en essayant d'être convaincant, mais aussi à respecter les opinions contraires, puisque c'est ça la démocratie, c'est l'organisation d'opinions, de courants d'idées différents et qui pourtant cohabitent et coexistent. Vous l'avez apprise comment, la politique ? Pas à l'école, justement, mais en m'y intéressant à côté, par le journalisme, je pense la première façon, par la famille, par les amis, par l'entourage, et après par Internet. Je pense que ça a joué une grosse partie. Pour conclure, on voit bien que la politique vous passionne. Hein. Là, vous appelez les jeunes à avoir la même passion que vous. Est-ce que vous pourriez pousser cette passion jusqu'à vous engager, vous présenter à une élection ? Je pense que l'engagement politique, il peut prendre plein de manières différentes. Le tout, c'est d'être d'accord dans sa manière de l'exercer, son engagement. Moi, j'ai un engagement qui est aujourd'hui associatif, avec À Voter, intellectuel avec la Fondation Jean Jaurès. Il me convient bien pour le moment, mais rien n'est... je pense que la vie aujourd'hui, dans nos générations... Vous ne l'excluez pas ? Non, parce que ça ne peut pas être que des engagements associatifs ou que des engagements politiques. La vie est faite de plusieurs vies d'engagement. Ils se complètent, ils prennent le pas, ils sont différents. Et le tout, c'est de garder la cohérence de l'engagement. C'est qu'est-ce qui fait que vous avez envie d'être élu ou de créer une association ou autre, c'est quel est le combat. Et je pense que c'est important dans nos générations aujourd'hui, c'est quels sont les combats qu'on porte et les causes qu'on défend. Je vous pose la même question d'un mot pour conclure, d'un mot rapide. Lou Lachenal, présidente de la France. Je ne crois pas pour l'instant, l'engagement associatif me suffit. On verra dans quelques années peut-être, on vous invitera à ce moment-là. Merci beaucoup Nicolas et merci à vous deux, Dorian Dreuil et Lou Lachenal, d'être venus dans 64 minutes en ce jour donc de premier tour de la présidentielle française.